Madame, Monsieur, merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Cette fois-ci, nous apportons le regard de la société civile sur la nouvelle loi sur les manifestations publiques au Togo. Et avec nous, Franck Kepomé. Franck, bonjour. Bonjour. Franck, vous êtes le directeur exécutif de la Concertation nationale de la société civile togolaise, une organisation de la société civile qui regroupe 63 organisations réparties sur toute l'étendue du territoire. Mais vous intervenez dans le domaine de la démocratie, la gouvernance, les élections, l'éducation, la citoyenneté. Mais ces derniers mois, disons même ces dernières années, vous êtes moins en vue sur les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas que nous sommes moins en vue sur les élections. Donc, parfois, on travaille dans les coulisses pour que le processus soit amélioré. Donc, si vous ne vous voyez pas sur la scène, cela ne veut pas dire que nous n'existons pas. Nous travaillons toujours dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Vous travaillez dans l'ombre, c'est-à-dire des conseils du lobbying dans l'amélioration du processus. Donc, on fait des propositions même aussi pour que le processus soit amélioré, pour que la crédibilité du processus soit au rendez-vous. Mais est-ce que vos résultats, vos actions portent des fruits? Parce que ça fait plusieurs années que vous êtes sur le terrain, que les organisations de la société civile se battent. Est-ce que vous avez l'impression que vos actions portent des fruits en matière de renforcement de la démocratie au Togo? Oui, si vous voyez des propositions, des recommandations que nous faisions, donc certaines recommandations sont prises en compte pour améliorer le processus. Donc vous voyez, la société civile joue le rôle de veille et d'éveil. Nous faisons des propositions quant aux autorités de voir la pertinence de ces propositions-là et de prendre les dispositions pour que le jeu soit sain. Le Togo vient de connaître 2 élections, les législatives le 20 décembre, et puis les élections locales qui se sont déroulées sans incident majeur. Vous pensez que définitivement le pays est rentré dans un cercle d'élections pacifiques, ou vous pensez que les vieux démons peuvent ressurgir, notamment quand il s'agira d'organiser la présidentielle de 2020? Oui, vous voyez, d'une façon générale, au Togo, c'est l'élection présidentielle qui est plus en vue. Et par conséquent, ça mobilise autant de partis politiques, autant de populations que les prochaines élections, avec les nouvelles dispositions qui sont prises par rapport aux réformes constitutionnelles. Si la société civile ne fait pas une éducation électorale, on risque encore de vivre les violences que nous assistons lors des élections présidentielles passées. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Merci. On va parler de nos moutons maintenant, la nouvelle loi sur les manifestations publiques, votée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Mais d'abord, sur le principe, pourquoi manifester, Franck Kepomé? Oui, la manifestation, c'est une expression démocratique. Donc, c'est aussi une façon de dire que la gouvernance n'est pas au rendez-vous et par conséquent, nous attirons votre attention pour que vous preniez des dispositions pour améliorer la gouvernance dans les pays. Et au Togo, cette liberté est garantie par la Constitution. Effectivement, c'est notre loi suprême garantissait cette liberté de manifestation. Si on se réfère même aux droits civils et politiques, vous comprenez que la liberté de manifestation est reconnue par notre texte suprême qui est la Constitution. En plusieurs articles, on en parlait tout à l'heure même en antenne, les articles 30, 25 et 14 effectivement, garantissent en tout cas cette liberté de manifester, qui de droit, mais dans le cadre de dispositions légales. Effectivement, dans le cadre de dispositions légales, parce qu'une manifestation violente risque d'entacher, pas la crédibilité, mais trouble à l'ordre public. Par conséquent, les dispositions, les autorités vont prendre des dispositions pour que les manifestations ne dégénèrent pas. Alors, donc, jusque-là, les manifestations publiques au Togo étaient régies par la loi dite Bojona, du nom de l'ancien ministre de l'administration territoriale qui avait porté cette loi. Est-ce qu'elle mérite d'être révisée, cette loi? Qu'est-ce qui était mauvais dans cette loi? Oui, effectivement, vous savez, dans un processus démocratique, dans l'applicabilité des textes et des lois, lorsqu'on constate une insuffisance, on améliore. Et cette amélioration doit être faite dans le principe de renforcer la gouvernance, la démocratie et l'état de droit. Donc, la loi n'est pas toujours statique, elle est dynamique, elle n'est pas immuable et par conséquent, quand on constate une insuffisance,
on peut faire des retouches, remodeler pour que ça cadre avec la réalité. Donc, pour vous, sur le principe, ça ne pose pas problème qu'on révise cette loi? Effectivement, sur le principe, ça ne pose pas problème qu'on révise une loi. Mais réviser une loi pour restreindre l'espace civique, c'est ça qui est mauvais. Oui. Et donc, la loi Bojona, n'était pas acceptée par tous. D'ailleurs, les principaux partis d'opposition n'avaient pas souscrit pour cette loi. Pourtant, elle a eu du mal à être appliquée. Oui, effectivement. Vous savez, nous sommes dans un régime d'information. Et dans ce régime des informations, là, il y a aussi des exigences pour les manifestations. Vous comprenez que ceux qui veulent manifester ne vont pas se retrouver et vont prendre ça comme étant des mesures pour restreindre cette liberté d'expression, on peut le dire ainsi. Donc la loi Bojona aussi constitue un début de restriction de l'espace public. Mais avec les nouvelles dispositions que nous constatons cette fois-ci, il faut que les autorités compétentes puissent travailler dans l'intérêt de tout. Mais vous parlez de début de restriction ou de début de réglementation, parce que la Constitution autorise, garantit cette liberté de manifester, mais elle a été claire que cette liberté doit s'exercer dans le cadre de la loi pour que les libertés de ceux qui ne veulent pas manifester soient prises en compte. Oui, effectivement. Vous savez, c'est pourquoi on a dit qu'il y a le droit et le devoir. Donc nous devons comprendre que notre liberté de manifestation doit s'arrêter là où l'autre veut jouir de son droit civique et économique. Et par conséquent, quand on veut manifester, il faut un certain nombre de normes que nous devons respecter. C'est pourquoi la loi encadre les manifestations. Mais encadrer les manifestations ne veut pas dire refuser les manifestations. Donc c'est le refus qui constitue un problème. Donc quand vous voulez manifester et vous informer l'autorité compétente, l'autorité doit prendre les dispositions pour assurer la sécurité de la manifestation. Donc maintenant, quand ça dégénère, c'est là où les forces de l'ordre, parce qu'il y a trouble à l'ordre public, vont essayer de maintenir l'ordre public. Et dans le maintien de cet ordre public-là, c'est là où ça accroche un peu. Oui. Dans l'ancienne loi, il fallait 72 heures ouvrables de préavis avant de manifester. Dans la nouvelle loi, on parle de plus de 72 heures, ça fait 5 jours ouvrés. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un dilatoire de l'autorité pour dissuader les manifestations? Oui, je ne dirais pas dilatoire. C'est pour moi, je dis, quand vous voulez prendre un test ou une loi, il faut informer les gens par rapport à la pertinence de la disposition que vous voulez prendre. Ce serait une très bonne chose quand on discute avec les autres acteurs pour dire, voilà, compte tenu d'un certain nombre de faits que nous constatons, vous argumentez, nous voulons que maintenant pour les manifestations, que ce soit 5 jours ouvrés. Mais personne n'est informé et c'est la loi qu'on a votée au Parlement et on constate que par rapport à cette loi-là, pour demander une autorisation ou bien pour informer, pour manifester, il faut 5 jours ouvrés. Et de plus aussi, on a constaté dans cette disposition qu'il y a un seul point de départ et un seul tronçon et un seul point de chute pour les manifestations. Au même moment, on interdit la manifestation sur les routes nationales. Et aussi, pire encore, on demande à ce que les manifestations ne soient pas faites dans les alentours des institutions et aussi des chancelleries et la résidence des ambassadeurs. Okay. On va revenir en détail sur cette nouvelle loi. Oui. Mais vous évoquez un sujet intéressant. Vous semblez dire qu'il manque généralement de débat autour du vote des lois qui intéressent les citoyens. C'est le cas peut-être de cette loi aussi, qui est passée un peu en catimini devant les députés. Effectivement, vous savez, quand nous on a fait le monitoring de l'action parlementaire, on a relevé ça. Et nous sommes allés loin pour dire qu'on veut faire les parlementaires de proximité. C'est-à-dire permettre aux parlementaires, quand vous prenez, vous votez une loi, vous retournez à la base, vous expliquez à la population le bien fondé de cette loi-là. Oui. Et quand la population est convaincue, vous comprenez que ça va être facile de respecter cette loi-là. Mais quand la population n'est pas informée, et comme si c'est quelque chose qui tombe du ciel et s'impose à elle, vous voyez, ça crée des frustrations. Et c'est dans ces frustrations-là que des violences génèrent. Mais vous parlez de l'après-loi. Moi,
j'évoque l'avant-loi. Est-ce que, avant que la loi même ne soit portée devant l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'un débat s'instaure sur les médias, au sein de la société civile, un débat démocratique pour que chacun donne son point de vue avant que les députés tranchent? Est-ce que cette phase-là n'est pas quelque peu galvaudée? Oui, vous savez, quand nous avons confié la gestion de la chose aux députés, ça veut dire que ces députés-là vont prendre des textes et lois en nos noms. Et les textes et lois pris s'appliquent à nous. Et au Parlement, où les députés ne peuvent pas revenir d'abord avoir l'avis de la population avant de prendre un test. Et par conséquent, quand le test est pris, ce qui est bon, c'est de retourner et expliquer. Et si peut-être vous retournez et expliquer dans les informations que vous aurez sur le terrain, ça peut vous amener à revoir. Parce que le test est déjà voté. Maintenant, c'est le président de la République qui doit ratifier. Oui, mais si c'était fait en amont, par exemple, avant de voter cette loi, que les députés consultent les organisations de la société civile ou peut-être les médias pour qu'il y ait une forme de consensus national autour de la loi. Avant. Oui, ça aussi, c'est une très bonne chose. D'abord, la loi a été préparée d'avance. Cela suppose que les députés soient informés par rapport à cela. Et par conséquent, ils doivent normalement dire à la population que voilà, nous sommes dans une dynamique par rapport à ce que nous avons constaté en 2017, où les manifestations violentes ont créé assez de problèmes pour notre pays. Nous pensons que dans la dynamique que les manifestations se déroulent sans violence, pour qu'il y ait la paix, et aussi par rapport au terrorisme qui est menaçant, nous pensons que et le retour que vous allez recevoir de la population va vous permettre à apprécier la pertinence du test que vous voulez prendre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Donc, les députés se retrouvent... n'est pas à vous aussi, vous, acteurs et organisations de la société civile, qui vous mettez un peu en marge de ces questions et réagissez généralement comme médecin après la mort. Effectivement, bon, je ne dirais pas que c'est la faute. Nous avons une faute dans cette situation, mais c'est l'information. Parce qu'on ne met pas l'information aussi à la disposition de la société civile comme à la disposition de la population. Est-ce qu'il ne revient pas à vous d'aller à l'information? Si Mahomet refuse, si les montagnes refusent d'aller vers Mahomet, Mahomet grimpe les montagnes. Effectivement, vous l'avez dit, je sais de quoi je parle, parce que nous, on a essayé de faire le monitoring des politiques publiques et de l'action parlementaire. Oui. Même rencontrer les parlementaires pour avoir l'information, c'est un peu difficile. Donc, parfois, on se cache derrière la lenteur administrative pour vous dire que, bon, c'est telle personne qui doit vous donner telle information, ce qui fait que on ne met pas l'information à la disposition de la société civile. C'est pourquoi nous luttons toujours pour la mise en place d'un cadre de concertation État-société civile. Donc, quand il y a certaines décisions à prendre, qu'on essaie de discuter au sein de ce cadre de concertation pour apprécier la portée de cette décision-là avant de pouvoir la prendre. Donc, nous osons croire. Est-ce que le Conseil économique et social, dont la création serait imminente, est-ce que ça ne va pas résoudre le problème que vous avez? Effectivement, notre souhait, c'est de mettre en place un Conseil économique et social. Et ça permettra aussi de débattre des sujets économiques comme sociaux. Et ça amènera ceux qui vont prendre des textes et lois de tenir compte des réalités avant d'abord d'élaborer les politiques publiques et de prendre des textes et lois qui vont régir notre pays. Je l'ai promis, on va décortiquer la nouvelle loi en ce qui concerne ces dispositions pertinentes. Mais d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que cette arme de contestation qu'est la manifestation est quelque peu la seule arme dont disposent les oppositions en Afrique, généralement au Togo en particulier? Vous savez, la manifestation n'est pas une fin en soi. J'ai parlé des droits civils et politiques. Il y a plusieurs façons de contester une décision prise. Il y a les médias, la liberté d'expression. Et parfois, dans certains pays, on parle de vote-sanction.
Mais quand vous constatez que la gouvernance n'est pas au rendez-vous, vous voulez manifester, on vous étouffe. Mais la seule arme, c'est le vote sanction. Malheureusement, on plébiscite encore. Ça veut dire qu'on veut quelque chose, son contraire, en même temps. Donc je pense que la manifestation n'est pas la seule arme de... Pourquoi les opposants recourent presque systématiquement donc, aux manifestations publiques au détriment d'autres moyens de contestation? Vous les avez évoqués, il y a le vote sanction, il y a les médias, il y a les pétitions. Oui, effectivement. Il y a même le plaidoyer qu'on peut mener. Etc. Effectivement. Mais pourquoi les manifestations semblent être prisées par les opposants en Afrique? Bon, les manifestations, au fait, c'est juste un désaveu populaire. Et pour manifester, pour faire ressortir ce désaveu populaire-là, il faut aller dans les rues. Vous voyez? Et on sait que la rue a une pression énorme sur les gouvernants. Et par conséquent, beaucoup d'opposition, même pas seulement en Afrique. Vous avez vu ce qui se passe, voilà. Le cas des gilets jaunes en France. Gilets jaunes en France et aussi les parapluies de Hong Kong. Vous comprenez que ce désaveu-là est manifesté dans les rues. Et ça fait pression. Et ça permet à l'opinion internationale aussi de voir ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi la plupart des pays, l'opposition recourt à cette arme-là comme arme de contestation. Mais est-ce que ces oppositions ne confondent pas dans une certaine mesure manifestation publique et révolution? Parce oui. Que le vœu secret qui se cache derrière ces manifestations, c'est de pouvoir renverser les régimes en place. Oui, ça dépend de ce qu'on met dans cette manifestation. Ouais. Et ça dépend de ce que vous réclamez. Et la pertinence de ce que vous réclamez. C'est en ce sens ou en ce moment qu'on vous prendra au sérieux. Quand il s'agit de manifester, parce qu'il faut manifester ou manifester pour renverser un régime, le régime en place va prendre toutes les dispositions pour s'opposer à votre manifestation. Vous savez, nous on a fait une étude avec Gorée Institute où le Togo était en avance par rapport à l'avancée démocratique. Parce que pendant longtemps, l'opposition a manifesté. Or, c'est un baromètre pour apprécier aussi la démocratie dans un pays, la vitalité de la démocratie dans un pays. Donc, l'étude a fait ressortir que le Togo est en avance par rapport à beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine. Mais comment vous utilisez cette manifestation? Si c'est une manifestation violente, comme on l'a constaté, vous comprenez qu'aucun régime ne peut accepter. Mais c'est une manifestation pacifique, avec des revendications claires, une plateforme revendicative que vous déposez ou vous remettez acquis de droit, et au même moment, vous faites des plaidoyers ou du lobbying pour que vos revendications soient prises en compte. Je pense que ça peut marcher. Donc, en filigrane, ce que vous dites, ça sous-entend que les manifestations ont été une arme mal utilisée. C'est ce que vous voulez dire? Oui, si la manifestation dégénère en violence, c'est pourquoi on demande d'informer l'autorité compétente. Et ça doit être une discussion. L'autorité doit prendre les moyens pour garantir la sécurité. Peut-être que d'autres peuvent s'infiltrer et créer du désordre. Et c'est vous qui assumez la pleine responsabilité. C'est pourquoi moi je dis, en toutes choses, il faut de négociation. Vous avez parlé du caractère pacifique des manifestations. Vous avez parlé aussi de la pertinence des revendications du cahier de doléances. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait, que ça devienne une forme de chantage avec un cahier de doléances totalement farfelu. Effectivement, donc si ça devient de chantage, parce que vous savez, quand vous voulez revendiquer quelque chose, il faut se dire que ce que je revendique là, est-ce que c'est possible d'obtenir ça? Donc il faut se fixer des objectifs. Il faut des objectifs clairs, des objectifs smart, qu'on a l'habitude de réalisables. Spécifiques. Maintenant, si vous êtes dans l'utopie et que vous revendiquez ce qu'on ne peut pas vous octroyer, vous comprendrez que vous allez manifester, vous n'aurez jamais gain de cause. Oui, mais vous, est-ce que vous n'avez pas ce que vous dites là? J'ai l'impression que c'est une déformation professionnelle. Vous travaillez dans la société civile avec la gestion des projets, avec les objectifs SMART dont vous parlez, mais en politique, est-ce que les objectifs SMART
For recette. Là-bas, c'est the man of the people. Pourquoi vous avez une vision. De votre vision, vous déclinez votre mission et de la mission avec des objectifs stratégiques. Et si les objectifs stratégiques ne sont pas réalisables, souffrez que vous n'allez jamais atteindre votre vision. C'est pourquoi l'objectif SMART, au niveau des projets, au niveau des programmes politiques, doit être au rendez-vous. Donc je pense que... Mais en politique, il me semble que c'est la démagogie qui marche un peu plus. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, qu'en politique, il faut vendre des illusions. Oui, surchauffer la foule, haranguer la foule. C'est ça qu'on constate dans nos pays africains. Mais quand vous faites des promesses, des propositions que vous ne pouvez pas réaliser, souffrez que après votre mandat, il y aura votre sanction. C'est ce qui n'est pas dans les pays européens que nous constatons. Et que les présidents, une fois élus, quelques jours après, il y a des désaveux. Parce que vous avez fait des promesses, on a constaté que vous ne pouvez pas réaliser ces différentes promesses. Mais en Afrique, on est dans ce jeu de promesses, de démagogie, et que la population aussi aime vraiment ça. Ce qui fait que la situation est toujours stable. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez mentionné qu'en dehors des manifestations visibles, il faut d'autres actions pour appuyer cette forme de pression. Hein. Oui. Est-ce que c'est le cas généralement? Parce qu'on remarque que quand il y a manifestation ici, à la fin, ça se termine avec un meeting et puis on se dit au revoir. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est ça qui a amené à dire que la démocratie est bien vécue au Togo. Alors que normalement, vous faites... Ça peut être une démonstration de force pour dire que la population est avec nous. Si vous ne prenez pas des dispositions pour améliorer la situation, nous pouvons... Vous voyez? Donc, je pense qu'au-delà de ça, quand à la fin d'une manifestation, c'est parce que vous avez quelque chose à dire aux citoyens et que les citoyens soient avec vous, vous accompagnent, vous assistent, vous appuient. Et au-delà de ça, il faut aller rencontrer ceux avec qui vous voulez discuter. Ah bon? Effectivement. Si vous constatez la plupart des manifestations, quelle est l'issue? Les deux protagonistes s'asseyent pour discuter. Et c'est à l'issue de cette discussion que jaillissent les décisions pertinentes pour le pays. L'exemple de Soudan est là. De manifestation en manifestation, ils sont obligés de faire table ronde, de s'asseoir, de discuter. Et aujourd'hui, tout semble croire que la situation va s'améliorer au Soudan du Nord. C'est que à la fin, c'est la discussion. Parce que vous avez des revendications, l'autre aussi a ses raisons de ne pas vous satisfaire. Mais quand vous discutez et que chacun constate que, au fait, la façon dont je gère et la façon dont vous réclamez, ou ce que vous réclamez, c'est irréalisable. Et par conséquent, je peux ceci, mais si je fais ça, vous aussi, vous devez faire de telles choses. Ça veut dire que c'est donnant-donnant, quoi. Et vous allez comprendre que on va trouver des solutions à tous les problèmes qui nous minent ici au Togo. Vous m'inspirez une petite formule. Alors, autant dire, manifester sans dialoguer n'est que vanité. Alors. Effectivement, manifester sans dialoguer ne donne rien. Ne donne rien. Donc, manifester sans... Pression populaire, oui, pour amener l'autre, même s'il ne veut pas dialoguer par rapport à la manifestation, il est obligé de dialoguer avec vous. Donc, c'est comme, comment on va dire, si je transpose l'exemple en football, c'est comme des occasions de but que vous avez et qu'il faut maintenant tirer vers le but pour marquer. Il faut marquer, effectivement. Alors, pour revenir donc à la nouvelle loi sur les manifestations, est-ce que vous comprenez les craintes de l'autorité publique qui veut restreindre davantage, qui veut canaliser, cadrer davantage les manifestations publiques? Parce que ça devient une forme de déstabilisation aussi pour certains pays. Oui, vous savez, quand j'ai suivi les discussions au niveau du Parlement, l'argument, c'est pour éviter que les manifestations dégénèrent
Et aussi, compte tenu du terrorisme qui frappe à nos portes, il faut éviter des manifestations violentes et par conséquent encadrer ces manifestations. Mais est-ce que le test ou la loi telle qu'elle est prise, les dispositions de cette loi effectivement vont garantir? Est-ce que ça ne va pas amener certaines autorités à abuser de leurs fonctions pour interdire les manifestations dans les localités? Du moment où c'est dit clairement quelque part que, compte tenu de la disposition des forces de l'ordre et des forces de sécurité, les autorités compétentes peuvent interdire des manifestations quand dans la semaine, il y a trop de manifestations. C'était déjà le cas avec la loi Boudjona. Mais cette restriction n'est pas aussi poussée que ça. Donc, je pense que c'est ce que je dis, que quand il y a ce cadre de discussion entre les différents acteurs, surtout la société civile, les acteurs politiques et le gouvernement, on aurait dû expliquer pourquoi nous voulons prendre ces tests-là. Les gens vont comprendre la portée, parce que l'opposition, la société civile et le pouvoir savent que le terrorisme nous menace. Et si c'est dans cette dynamique de lutte contre le terrorisme qu'on veut prendre une disposition, il faut que la disposition soit claire pour permettre aux autres acteurs de se retrouver, pour que les gens ne se disent pas que les tests sont pris ou la loi est prise contre eux. Vous voyez? C'est ça, c'est pourquoi je dis, en toute chose, il faut toujours de discussion, de communication, d'information pour permettre aux citoyens de savoir pourquoi on veut faire ce chose. Vous avez commencé par les égrener, les nouvelles dispositions qui font polémique dans la nouvelle loi. Prenons-les une à une. D'abord, les horaires pour manifester. Désormais, c'est de 11h à 18h. À 18h. Effectivement, de 11h à 18h, le temps, d'abord, que les gens puissent se regrouper et faire la marche, arriver au point de chute, faire des communications pour informer le pourquoi il y a la marche. Qu'est-ce que nous voulons de vous? Vous comprenez que le temps là ne peut pas suffire. Oui, mais quand on parle de 11h GMT, par exemple, comme début de manifestation, ça veut dire quoi? Parce que marcher, ça suppose que les manifestants doivent quitter leur domicile, faire leur rassemblement avant de donner un coup d'envoi à la manifestation. Alors, est-ce que... C'est là où il y a problème. Parce qu'on dit qu'il y a un seul point de départ. Est-ce que les manifestants vont venir individuellement pour arriver au point de départ ou c'est en groupe ils vont arriver? Donc, dès qu'ils quittent leur maison, est-ce que c'est déjà le début de la manifestation? Normalement, si dans un quartier, vous êtes une quinzaine et vous voulez aller à une manifestation, déjà avec votre habillement, c'est que c'est vous allez à la manifestation. Mais vous quittez en même temps, on suppose que c'est la manifestation pour aller au point de départ. C'est là où je dis il faut que la loi soit claire, parce que ça risque de restreindre même les manifestations et les revendications syndicales. Oui, mais tel que c'est formulé maintenant, est-ce que c'est à partir de 11h que le manifestant sort de sa maison où vous pouvez sortir? Voilà. Ça, c'est les juristes qui vont le dire, ou c'est d'appeler ceux qui ont voté la loi d'être plus clairs. Si c'est à 11h que les gens vont quitter leur maison pour arriver au point de chute, ou bien ils vont quitter, se retrouver au point de départ, se retrouver au point de départ et commencer la manifestation à 11h. Oui, et la fin aussi, on parle de 18h. Oui. Est-ce qu'à 18h pile, on arrête de parler, tout le monde rentre chez lui, ou on rentre chez soi avant 18h? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Pour la loi Boudjona, c'était à 22h. Mais ça crée des problèmes à décompte. Exactement. Je me dis peut-être que les acteurs n'ont pas bien lu le texte pour savoir qu'à 22h, ils doivent sursoir à toute manifestation de rue. Vous voyez? Oui, mais donc, à 18h, cela suppose qu'à 18h, la manifestation doit prendre fin. Bah, si la manifestation prend fin, vous rentrez. Et que les manifestants vous ne rentrent plus. Je suppose que c'est ça. Mais quand on rentre en groupe, parce qu'il faut se disperser, est-ce que c'est pas une forme de... Est-ce qu'on peut dire que la manifestation a pris fin dans ce cas-là? Oui, vous savez, c'est là où je dis c'est un peu difficile de comprendre l'idée qui est derrière ce test.
Nous, on fait cette lecture associative du test. Maintenant, le secret qui est derrière, nous, on ne peut pas maîtriser. Parce qu'on a parlé de lutte contre le terrorisme. Et pour lutter contre le terrorisme, il faut savoir qu'on ne peut pas accepter que 4 ou 5 personnes se regroupent quelque part. Alors, quand vous revenez en groupe, après 18 heures, et vous êtes toujours dans votre tenue. Il y a d'autres qui continuent de scander les slogans, vous êtes dans votre qui portent leurs pancartes, parce que les pancartes ne doivent pas être brûlées quand même sur place. Effectivement, c'est là où je dis, la loi est prise, il faut informer pour que les citoyens puissent maîtriser le contour, la portée de cette loi. Non, je crois que ça va être fait parce que le ministre de l'administration qui a expliqué donc les motifs de cette modification a estimé qu'elles sont apportées en tenant compte des conséquences tirées des manifestations publiques que le Togo a connues depuis le 19 août 2017. Effectivement, le Togo a connu, après 2005, de manifestations pacifiques. Et la manifestation violente, c'est le 17 août, non, c'est le 19 août 2017 qu'on a encore rentré dans ce cycle de manifestations violentes. Donc, faisant référence à cela, l'État veut prendre les dispositions pour que les manifestations ne dégénèrent plus. Cela veut dire, si je veux me retrouver dans leur esprit, que les 5 jours ouvrés permettront à l'autorité compétente de faire des enquêtes pour voir si cette manifestation-là ne va pas dégénérer ou pas. Oui, vous parlez là d'une autre disposition. Effectivement. Avant, il fallait 72 heures, maintenant, c'est 5 jours ouvrés. Donc, vous comprenez que ce qui est derrière, moi, je ne maîtrise pas. Les parlementaires savent pourquoi. Parce qu'il y a l'exposé des motifs pour chaque loi. Oui. Et l'exposé des motifs va permettre d'expliquer la portée, le pourquoi cette décision est prise. Si nous prenons la nouvelle loi sur la manifestation, il y a 10 articles de la loi Bodiona qui ont été modifiés. Et un autre article, article 9, alinéa 1 et 2, qui est introduit. Donc, vous voyez que 10 articles modifiés dans l'esprit d'une loi, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a aussi la question des itinéraires. Et cette fois-ci, c'est sans concession. Il est interdit de manifester sur les voies nationales, les grandes voies, les alentours des institutions publiques, diplomatiques, etc. Ça veut dire que tous les lieux stratégiques sont interdits de manifestation. Oui, c'est là où je dis cette restriction risque d'entacher les manifestations syndicales et les revendications corporatives. Parce que par rapport à ces manifestations, on va vers une autorité pour déposer la plateforme revendicative. Mais du moment où c'est interdit de manifester dans ces zones, l'autorité vient vers vous. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Ça veut dire qu'il y a un seul endroit, un seul point de chute pour toutes les manifestations, que ce soit corporative et autres là. Donc, c'est pourquoi moi je dis il faut bien expliquer la loi là aux citoyens pour que les gens puissent comprendre les motifs, quoi. Bon, en fait, si on manifeste incognito, comme par exemple, comme quelqu'un me disait hier, quand je préparais cette émission, on va marcher en brousse, ou autant aller marcher au stade. Est-ce que... Au stade, vous allez poursuivre le match. Ou bien vous quittez le stade et vous manifestez. Du moment où, vous savez... Est-ce que si on marche dans un endroit strictement maîtrisé, est-ce que la manifestation a encore son sens? C'est pourquoi je dis, les motifs qui sont derrière cette prise de test, on ne maîtrise pas. Ce qu'on nous a dit, vous venez de souligner ça, donc lutte contre le terrorisme, oui. Et aussi éviter que les manifestations ne dégénèrent. Et puis perturbe l'activité économique aussi. L'activité économique, c'est parce que ça a été effectivement longtemps expliqué. Parce qu'avant, les manifestations publiques se déroulaient dans des lieux commercialement importants. Donc, et ça permet, ou bien ça empêche les commerçants de se vaquer librement à leur activité économique. Oui. Donc, certains sont obligés de fermer de peur que
et c'est une perte à gagner. Parce qu'une étude a été faite. Un manque à gagner. Un manque à gagner. Une étude a été faite, on a constaté que les manifestations ont coûté très cher pour notre cher pays, le Togo. Et vous savez, avec notre PND, donc, le Programme national de développement. Et on sait que le développement n'aime pas le bruit. Donc peut-être c'est ça qui a amené les autorités à prendre des dispositions pour que les manifestations ne dégénèrent pas. Oui, mais monsieur, pour même ma question, une manifestation sans impact, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation? C'est pourquoi je dis, quel impact vous voulez en manifestant? Et c'est surtout pour démontrer aux jeux de l'international que vous mobilisez assez de foule. Et si c'est ça, quel que soit l'endroit où vous manifestez, les gens sauront que la population est derrière vous. Mais si la manifestation est faite pour faire pression sur l'autorité, parce que quand vous manifestez sur les voies nationales, c'est une pression énorme. C'est une pression énorme sur l'économie du pays. Et là, le gouvernement est obligé de fléchir. Mais si c'est dans un endroit où ça ne va pas gérer, donc l'opinion internationale que la population est avec vous, ça s'arrête là. Maintenant, c'est pourquoi je dis, au-delà de ça, quelle action vous menez encore pour que cette manifestation ne soit pas une chose vaine, mais donne d'autres fruits. Et c'est là où je dis, au-delà de toutes choses, il y a toujours les négociations, rien que les négociations. Et nous, Togolais, nous connaissons nos problèmes. Personne ne viendra trouver la solution du problème togolais aux Togolais. Oui. Si les Togolais veulent, ils en trouveront des solutions. Une question d'un téléspectateur, qu'en est-il des marches de soutien? Est-ce que ça respecte les mêmes tests, les mêmes lois? Nous allons prendre les gens au mot. Si les marches de soutien vont passer par les voies nationales, ça veut dire que c'est une violation de ce test. C'est aussi une manifestation. Et là, je vais le pour dire, est-ce que par rapport à ça, les manifestations des religieux autres là, c'est sur la voie publique. Est-ce que ça aussi, on va l'interdire? Oui, les chemins de croix. Les chemins de croix, on va l'interdire? Ça, c'est un problème. C'est pourquoi je dis, il faut discuter sérieusement pour voir, est-ce que ces manifestations de revendication politique ou les autres manifestations sont tolérées sur la voie nationale où vous voulez. Parfois, il y a besoin d'aller accueillir le chef de l'État, sa descente d'avion. Effectivement, c'est dans la rue. Oui, des lieux très stratégiques. Hein. Effectivement. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'il faut voir. C'est pourquoi je dis, la question est bienvenue. Donc, je pense qu'il faut expliquer sérieusement cette loi à la population. C'est pourquoi je vous suggère, si c'est possible, d'inviter le ministre qui facilement peut expliquer la portée de cette loi et les différentes questions que les téléspectateurs ont posées pour que le ministre puisse répondre à ces questions-là. Ça permettra d'édifier les gens. Ce sera fait. Hein. On va aborder encore un autre volet des modifications. Il s'agit du nombre de manifestations organisées par ville et par semaine. Hein. Effectivement. Est-ce que la loi n'est pas allée trop loin là? Oui, je ne dirais pas que la loi est allée très loin. Dans un pays où on veut le développement, dans un pays où la population doit travailler pour promouvoir l'économie du pays, je pense que manifester chaque jour est, je dirais, un crime contre le pays. Un crime économique. Un crime économique contre le pays. Vous voyez les gilets jaunes, c'est chaque week-end. Dans la semaine, ils vont au service. Mais quand vous prenez le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi pour manifester, c'est comme si vous transformez votre pays en un lieu de manifestation. C'est pourquoi il faut que la manifestation soit régulée pour éviter des perturbations économiques. Mais le niveau de régulation, là, ça dépend de l'autorité. Ben, est-ce qu'il ne risque pas de prendre prétexte de cette loi? C'est là où je dis, ces dispositions risquent d'étouffer les manifestations dans les localités.
Les autorités compétentes dans les localités, dans les préfectures, sont les préfets. Les préfets peuvent prendre prétexte de cette loi pour interdire toute manifestation dans la préfecture. C'est pourquoi il faut bien expliquer le contour là aussi aux préfets, pour que les préfets ne se transforment pas en, je dirais, dictateurs préfectoraux et interdire les manifestations à bout de champ. Dernière question, au pluriel bien sûr. J'ai lu certains journaux commenter cette nouvelle loi. Il y a un titre qui a dit forcément que c'est une bonne nouvelle pour l'opposition qui est poussée à son dernier retranchement et donc n'est pas forcément obligée, si elle veut prendre ses responsabilités, de marcher dans le cadre de cette loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je comprends bien, c'est que ce n'est pas une obligation pour l'opposition de respecter la nouvelle loi. L'article disait en substance que cette opposition n'a plus, comment on va dire, d'intérêt à manifester dans le cadre de cette loi. Et que si elle veut se faire entendre, elle est obligée d'aller au-delà. Oui, non, et d'aller au-delà. Vous savez, si on se réfère au 5 octobre 90, personne n'a jamais imaginé que le Togo peut vivre cette situation. Vous parlez du soulèvement populaire. Du soulèvement populaire. Qui a déclenché le mouvement démocratique. Quand vous étouffez et que tout semble calme, comme si rien n'était, il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi moi j'ai aimé un prêtre qui dit, quand tout le temps vient me parler d'un prêtre qu'il a fait telle chose, ça me met à l'aise. Mais quand on dit qu'il est trop bon, j'ai peur de lui. Donc, il faut laisser la manifestation. C'est une façon d'exprimer le dégoût, le remords que vous avez. Mais quand vous étouffez la personne, ça peut amener à un soulèvement populaire non maîtrisable. Et ce qu'on ne souhaite pas. Donc pour nous, il y a les tests. L'esprit du test est là. Mais dans la pratique aussi, parfois, on essaie de voir certaines choses pour améliorer les conditions de manifestation. Ce que vous dites, c'est comme si on voulait, comment on dit, camoufler la fièvre. Si on veut cacher la fièvre, on veut empêcher la fièvre oui. de monter. Finalement, c'est la santé du patient qui est en jeu. Qui est en jeu. C'est la santé du patient qui est en jeu. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas trop restreindre. Laisser cette opportunité. Parce que vous savez, la manifestation, normalement, doit permettre aux partis au pouvoir de savoir ce qui ne va pas et de prendre les dispositions pour améliorer la gestion. Mais et puis, c'est une forme d'exutoire aussi pour les colères, les mécontentements, Oui, et ça vous permettra... C'est une forme d'expression de cette colère aussi. Ça vous permettra, quand vous voulez élaborer vos programmes d'action, vous allez intégrer ce que l'opposition revendique. Malheureusement, on prend les manifestations comme contre une personne. Alors est-ce qu'elles n'en ont pas l'air? Il faut lire à travers cette manifestation-là ce que les gens veulent. Quel est le dégoût? Peut-être au début, l'idée de la manifestation n'est pas... Mais avec le temps, vous allez constater que d'autres choses vont se greffer parce que ça devient des revendications de la population. Et ça vous permettra de prendre des dispositions pour améliorer votre gestion, pour éviter que la situation ne dégénère. Donc la manifestation n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut tirer le son de cette manifestation et améliorer votre gestion de la chose publique. Et que fera-t-on des manifestations spontanées, des manifestations par exemple contre la vie chère ou le prix de l'essence qui a augmenté subitement, des gens... Par rapport à cette loi, oui. Je pense que ces manifestations seront réprimées. Puisqu'on vous demande d'informer, c'est la loi. 5 jours ouvrés. Mais une manifestation spontanée, ça veut dire que vous n'avez pas informé. Ils vont prendre les mesures contre vous. C'est là où on dit que l'espace civique est restreint. Ça ne donne plus l'opportunité à la population. Mais est-ce qu'on peut arrêter les manifestations spontanées? Est-ce que
on peut étouffer. Quand on constate, il suffit d'envoyer les forces de sécurité pour maîtriser la situation, c'est fini. Une situation légalement maîtrisée. Ouais. Ça dépend de ce qu'on met dans légalement. Mais Franck Kepomé, le vin est tiré, parce que la loi est votée. Faut-il le boire ou le garder au frais, le vin là? Est-ce qu'il est possible de revenir encore sur cette loi? Quel est votre souhait justement pour qu'on termine là-dessus? Je reviens à la première personnalité de ce pays, qui est le chef de l'État, dans le souci de la promotion de la cohésion sociale, de la paix, de la stabilité, de la gouvernance. Je sais qu'il œuvre beaucoup pour cela. Et si vous voyez le PND, son programme national de développement, en parle beaucoup. C'est un programme qui lui est cher. Et nous osons croire qu'il va demander à certains acteurs de relire encore cette loi pour que certaines dispositions soient retouchées, remodelées, pour que la restriction ne soit pas ainsi, pour permettre aux politiciens de manifester, de faire ressortir ce qu'ils ne ressentent pas. Et ça permettra aussi aux partis au pouvoir de prendre des dispositions pour assainir la gestion et la gouvernance dans notre pays. Mais c'est sûr, cet appel du cœur, à l'endroit du chef de l'État qu'on va se séparer. Merci beaucoup, Franck Kepomé, d'être venu. Vous ne devriez pas être seul sur ce plateau. D'autres invités, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu nous rejoindre. Mais vous avez tenu. Merci beaucoup. Vous avez permis de faire. D'être avec vous et d'être régulièrement invité au plateau de New World TV. Merci. Franck Kepomé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile togolaise, CNSC Togo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne New World Info. À très bientôt.